Bonjour Dominique Mounier. Christian, Voilà, pour la facilité de l'interview, je vais vous appeler Dominique. Voilà, si ça vous convient. Donc, on va parler un petit peu, eh bien un petit peu même beaucoup, je pense, du cœur de votre métier. Hmm. Jusqu'à maintenant, on a réalisé beaucoup de vidéos, mais qui ne parlaient pas vraiment de ça. Et là, on va parler vraiment donc, de votre métier. Et donc, ma première question, c'est, vous êtes bien géobiologue, je l'ai marqué pour pas me tromper sur le terme. Donc c'est bien ça, vous êtes géobiologue. alors, tout le monde croit et dit que je suis géobiologue. En fait, ce n'est pas le cas. J'ai créé la géopractie. Et c'est quoi la différence entre... D'abord, c'est une question de métier et en même temps, c'est une question pour moi, de terminologie. Euh, Dans les conférences, des fois que je fais, ou quand on me questionne, je demande aux gens ce que c'est que la biologie. C'est bizarre, hein? Tout le monde a ce mot à la bouche, mais en fait, personne ne m'en donne la définition. Alors certains quand même arrivent à me dire c'est la science de la vie. Oui, mais c'est très incomplet. En fait, la biologie, la définition sur le dictionnaire, c'est la science du vivant organique. Donc, qui dit vivant organique, dit, on part de la bactérie, en passant par le règne végétal, le règne animal, humanoïde, voilà. Moi, dans mon métier, je n'ai pas affaire à ça. J'ai affaire à du béton, à de la ferraille, des parpaings, des briques, des choses comme ça, ce type de matériaux. Donc, géos, géo, terre en grec, biologie, s'il fallait, disons, définir vraiment la définition de ça, ça serait la science du vivant organique de la terre. Donc ça correspond à quoi? Pour moi, c'est les lombriques, c'est la vie souterraine, quoi, à l'intérieur de la terre, les bactéries, les lombriques, voilà, tous ces animaux-là. Moi, je n'ai pas affaire à ça. Donc voilà. Alors après, attention. Euh, Dans la géobiologie, je ne suis pas là pour dire du mal des géobiologues, pas du tout. Ouais. Il y a des gens très certainement compétents hein, dans leur métier. Voilà. Mais moi, c'est la géopractie parce que j'ai axé essentiellement mon métier sur la mise aux normes, alors exactement la mise aux normes du réseau géomagnétique primaire. Voilà, c'est ce qui fait mon travail, quoi. Donc j'essaye d'avoir une approche scientifique de ces choses-là. Voilà. Alors, j'ai des clients qui m'appellent et qui me demandent de venir nettoyer ma maison. Je leur réponds, oui, je vais venir avec le balai, la serpillière. En fait, c'est pas ça. D'autres qui me demandent de venir harmoniser leur maison. Pourquoi pas? En fait, non. C'est une mise aux normes, exactement. Une mise aux normes du réseau géomagnétique primaire. Voilà. En fait, je vais, disons, enlever l'interaction qu'il y a entre le sous-sol et le bâtiment. Les personnes qui me disent venez soigner ma maison ou mettre aux normes ma maison, je leur dis oui, évidemment. En fait, ce n'est pas réellement ça. En fait, non, je viens soigner le terrain que la maison est venue polluer. En fait, ce sont nos infrastructures qui sont là, partout, qui, en fait, inversent les courants géomagnétiques et créent, disons, ces problèmes-là, ces déséquilibres-là. Tout mon travail va faire... je vais faire en sorte que le bâtiment disparaisse du terrain, que le terrain redevienne vierge avant la construction. Ce qui fait que, en fait, les problèmes se règlent de cette manière-là. Vous voulez dire que en fait, dès que les humains construisent un bâtiment, ils cassent quelque chose dans la nature et ils rompent une sorte de... Ils rompent des circuits énergétiques, c'est ça? Alors, rompre non n'est pas le terme. Ils vont, disons, créer une inversion des champs. On en parlera un jour certainement, plus tard des travaux que j'ai pu faire sur des sites archéologiques un peu partout, en Égypte, on pourra revenir à cette question-là après, à l'île de Pâques, en Bolivie, au Liban, partout et tout. J'ai pu me rendre compte qu'en fait, les anciens constructeurs avaient cette notion de science. Voilà.
Ils ne construisaient pas n'importe comment. Les Romains avaient des manières de faire avant de construire un bâtiment. Les Grecs aussi, les Égyptiens, enfin tout le monde avait une façon, disons, d'anticiper une construction. Nos constructions, malheureusement, à l'heure actuelle, ne sont pas faites déjà au nombre d'or. Voilà, donc en fait, on casse ce qui existe, l'équilibre naturel, hein, parce que dans l'univers, dans la nature, tout est construit et fait au nombre d'or. Il n'y a que nous qui ne faisons pas en respectant le nombre d'or. Il n'y a que nous. Voilà. Ensuite, il y a les interactions qui peuvent être liées, disons, aux métaux. Les dalles de béton dont les ferraillages ne sont pas mis à la terre avant de couler le béton. Les problèmes, enfin, la plupart du temps, un bâtiment toxique, c'est un cocktail de problèmes. Ça peut venir d'une construction qui est faite, mettons, sur des sources d'eau, sur des veines, sur des failles. Ça peut venir de la construction elle-même, de l'onde de forme du bâtiment aussi. Hein, l'onde de forme, qu'est-ce que c'est? La définition, enfin, ma manière de le définir, je le prends à l'envers, étant gaucher, c'est la forme d'un objet crée une onde, tout simplement. Donc il y a des formes qui créent une onde qui ne correspondent pas à notre bien-être. C'est pas plus compliqué. Et ensuite, ça peut venir du voisinage. C'est-à-dire, voilà, vous avez un voisin qui construit tout d'un coup à côté de chez vous un hangar métallique colossal. Vous avez par exemple une ligne de chemin de fer qui est créée devant votre maison, pas loin. Et là, on va avoir des inversions du champ géomagnétique qui entraînera par la suite une toxicité au niveau du bâtiment ou du commerce. Peu importe l'activité qu'on puisse faire dans un bâtiment. C'est pareil, hein, il y a un sol, des murs et un toit. Peu importe ce qu'on y fasse dedans, c'est la même chose, c'est pareil. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur sur ce champ géomagnétique? Moi j'ai entendu parler du réseau Hartmann. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a des similitudes? Est-ce que c'est la même chose? Et en quoi ça consiste? Qu'est-ce que c'est exactement pour que... Bon. Alors, il est vrai que... il y a longtemps que ce réseau, je ne l'appelle plus réseau Hartmann. Bon, alors, c'est propre à moi-même, hein. Je l'ai appelé le réseau géomagnétique primaire. Monsieur Hartmann, enfin, le docteur Hartmann, dans les années 30, docteur allemand et biologiste, un monsieur très bien, on demeure attention, je ne suis pas du tout pour... a remis en évidence, disons, ce réseau. Voilà. Bon, il se trouve que... il n'a jamais demandé, je pense, à ce que ça s'appelle réseau Hartmann. Hein. Malheureusement, beaucoup de personnes ont besoin d'un gourou et ils ont appelé ça Hartmann. En fait, avant, je l'appelais réseau Hartmann, mais les voyages que j'ai pu faire dans le monde et les relevés géomagnétiques, et les plans à l'échelle que j'ai pu faire de ces relevés géomagnétiques sur les bâtiments, m'ont montré réellement et concrètement qu'en fait, nos anciens maîtrisaient cette science mieux que moi, hein, mais au millimètre, hein, vraiment au millimètre, quoi. Donc c'était quelque chose qui était vraiment normal, très certainement avant, et, voilà, surtout en Égypte, sur certains sites, etc. Bon, même à Pumapunku, en Bolivie, tout ça, j'ai pu prendre des mesures, à l'île de Pâques aussi, où vraiment les résultats au niveau géomagnétique sont d'une précision incroyable. Voilà. C'est pour ça que j'ai changé le nom. Et je l'appelle réseau géomagnétique primaire. Pourquoi primaire? Parce qu'en fait, c'est à partir, au bout de 30 ans, j'ai pu remarquer qu'à partir de lui, quand il était régulé, les autres réseaux se régulaient de par eux-mêmes. Voilà. Donc en fait, il est la base et l'ensemble de la base, quoi. C'est la base, quoi. Voilà. Comment vous en êtes arrivé là? C'est une longue histoire, c'est ça? Oui, on va l'écourter. Oui, c'est des questions qu'on me pose souvent, disons, même en conférence ou chez les clients. Alors bon, moi j'étais aux antipodes de penser que j'allais faire ça un jour, hein, vraiment. Moi je me destinais à la musique, à l'art. J'ai commencé comme marionnettiste, pianiste, enfin bon, j'ai fait du théâtre, toutes ces choses-là. Après, 1000 métiers pour pouvoir gagner ma croûte, hein, parce que j'ai pas été quelqu'un, disons, très argenté dans ma vie. Et j'étais ça de famille. Ma grand-mère, je viens du milieu paysan. Hein. Paysan, je n'ai pas dit agriculteur paysan parce que c'est un mot
honorant pour moi. Être paysan, c'est petit paysan de coteaux dans les fruits. Enfin voilà, on faisait des fruits de coteaux. Et les gens venaient voir ma grand-mère dans les champs parce qu'elle elle coupait le feu, elle enlevait le zona, elle soulageait les bêtes, les animaux, etc. Elle tenait ça à sa tante et elle m'a appris ce qu'elle faisait, quoi. Mais bon, on n'en faisait pas qu'à l'époque, c'était pas important ces choses-là. Chez nous, on allait voir le rebouteux, on allait voir le magnétiseur, ça s'arrêtait là. On n'en faisait pas un plat. Voilà. Et puis donc, j'ai été resté là, ce qui ne m'empêchait pas de m'intéresser à l'histoire, aux sciences, etc. Et puis sont venus dans ma vie deux messieurs âgés, ayant chacun leur spécialité, et qui ont décidé de me léguer leurs connaissances. Voilà. Un était spécialisé dans l'occulte, l'autre était spécialisé dans la radiesthésie et la radionique. Voilà. Et c'est notamment avec lui, avec Claude Valette exactement, au cours d'un repas. En fait, je suis parti de 2 phrases au cours d'un repas sur une technique ancienne, mais ce n'était pas abouti. Je suis parti sur ces 2 phrases. Et j'ai eu un tilt dans ma tête. Et je me suis dit, il y a quelque chose à creuser là-dedans. Donc, j'ai commencé par la maison de mon père, qui ne dormait pas. Avec succès, il s'est mis à dormir. Les choses allaient mieux. Et puis, j'ai continué. J'ai fait les maisons des copains, des copines, des amis. Enfin bon. Et j'ai fait des erreurs aussi. Donc, c'est à partir de mes erreurs que j'ai fait des découvertes. Voilà. Et que j'ai mis au point ma méthode de travail. Tout simplement, à partir de mes erreurs. Tout simplement. Vous pouvez en parler un petit peu de cette méthode de travail ou c'est... Non, je peux en parler, bien sûr. En quoi elle consiste? Alors, elle consiste à une mise aux normes. J'avais dit une mise aux normes, mais on pourrait plus parler d'un délestage, exactement. En fait, quand j'arrive chez des clients, que ce soit un commerce ou autre chose, je prends des mesures de toxicité. Et la toxicité que je mesure, c'est celle du verre négatif électrique électromagnétique. Alors, pour faire court, pour expliquer le verre négatif électrique électromagnétique, quand vous avez 2 courants, nord-sud et est-ouest, qui se croisent, et que leur sens initial est inversé à chacun, d'accord ? Au croisement, il y a ce qu'on appelle, disons, un vortex, en quelque sorte. Des nœuds énergétiques, c'est ça? Oui, on peut l'appeler comme ça aussi, mais on peut parler d'un vortex électromagnétique, quoi. En fait, quand il y a une inversion de ces 2 lignes, la rotation du vortex s'inverse aussi et crée, disons, ce verre négatif, tout simplement. Il suffit de remettre les lignes dans le sens qu'elles doivent être pour que ce vortex, disons, se retrouve dans le bon sens et qu'il n'y ait plus d'émanation toxique, quoi. Voilà. Alors, j'ai eu entendu dire que des personnes enlevaient le réseau Hartmann, le réseau géomagnétique et primaire. Bon, déjà, c'est quelque chose, j'aimerais qu'on me le prouve. Je peux venir avec mes appareils de mesure déjà. Je n'y crois pas. Désolé pour eux, je n'y crois pas. Jusqu'à preuve du contraire. Mais ensuite, ce n'est pas souhaitable. Pourquoi ? Ce réseau géomagnétique primaire, en fait, nous nourrit au niveau de notre constitution physique. En fait, s'il n'existait plus, nous retomberions, je suppose, à l'état gazeux. Nous n'aurions plus de constitution, quoi. Alors, d'après ce que je sais, la NASA a compris ce problème-là, ou même les Russes aussi, et ont installé, disons, parce qu'on le sait, un appareil dans les stations spatiales, etc., qui, disons, crée une onde qui correspond un petit peu au champ terrestre. Voilà. Et on se rend compte que quand ils reviennent au bout de 6 mois, bon, ils sont fatigués, ils font peut-être un peu des calcifications ou des choses comme ça, mais ils sont debout. Alors qu'avant, dans les années 60-70, quand on les voyait partir dans l'espace et qu'ils revenaient au bout de quelques jours, ils étaient sur une chaise roulante. Et ils avaient une décalcification
très rapide. Donc il y a bien quelque chose qui a changé à ce niveau-là. Voilà. Donc pour continuer, ce réseau en fait est d'une importance capitale pour notre santé. Voilà. Et tout ce qui en découle derrière, hein. Les affaires financières, hein, par la suite. Voilà. Quand vous vivez dans une maison toxique, en fait, le verre négatif est une onde, c'est un archétype qui n'a pas de libre arbitre. Voilà. Donc ça se met dans la maison, dans les objets et sur les personnes. Donc quand vous sortez de chez vous, que vous êtes chargé de ça, vous le dégagez à l'extérieur. Ce qui peut changer d'une façon inconsciente par rapport à vos interlocuteurs, leur manière d'être avec eux. Voilà. Et vous amenez, allez, on pourrait appeler ça la schkoumoun, un peu la malchance ou que des problèmes. Voilà. C'est quelque chose qui n'est pas sain, qui est toxique. Voire des maladies plus graves, hein. Certains types de cancers, des lymphomes, sclérose en plaques, des problèmes cardiaques, des problèmes de dépression. Voilà, le verre négatif, quand il est à des taux élevés de toxicité, peut entraîner vraiment des problèmes sérieux, quoi. Sérieux, très sérieux. Voilà. Tout à l'heure, vous avez parlé d'appareils qui mesurent donc, le verre négatif. Est-ce que ces appareils, ça ne se trouve pas dans le commerce? C'est vous qui les avez construits? Alors, oui et non. Bon, personnellement, je me sers d'une antenne de Lécher. Alors, une antenne de Lécher, d'où le nom de Lécher. En fait, c'est un physicien, monsieur Lécher, qui est un physicien autrichien, qui a mis au point cette antenne de mesure que j'utilise, mais qu'il a fallu que j'adapte par rapport à mon travail. Parce qu'en fait, dans mon métier, ce que j'ai mis au point, il y avait rien qui existait pour pouvoir travailler correctement. Donc, il faut que je me fabrique tous mes outils. Voilà. De façon à ce qui me corresponde. Voilà. Pareil pour un lobe antenne. Alors, les lobes antennes, on peut en trouver dans le commerce. Ah, ils vont tourner. Oui, bien sûr. Mais quel est le bon sens où ils vont tourner? Donc, en fait, les lobes antennes, je me les fabrique. Et il faut qu'ils soient calibrés à la personne pour donner la bonne direction. C'est toute la difficulté. Voilà. Est-ce que vous pouvez dire que ce que vous faites, c'est scientifique? Oui. Oui, même si on n'explique pas tout. Je vais vous donner un exemple. Je suis invité à faire une maison dans les Yvelines, la région parisienne, hein, enfin, le département à côté. Et j'arrive chez un monsieur, habillé en costume, monsieur de certain âge, avec un fort charisme. C'est lui qui m'appelle, hein, c'est pas moi, hein, j'ai jamais appelé personne pour faire leur maison. Et bon, je me trouve à l'extérieur avec lui et je commence à prendre des mesures. Et tout d'un coup, il éclate de rire. Mais bien, quoi. Enfin, il rigole, il rigole, il rigole. Je me suis dit, tiens, ça le fait rire ce que je fais, mais je ne sentais pas qu'il se moquait de moi. Parce qu'on le sent, ces choses-là. Au bout d'un moment, je lui dis, écoutez, ça a l'air de bien vous amuser ce que je fais. Il me dit, oui, monsieur, ne le prenez pas pour vous, je ris de moi-même. Ah, j'ai dit, ok. Je continue de travailler et il rit encore. Au bout d'un moment, quand même, ça m'interpelle. Et je lui dis, écoutez, vous riez beaucoup, vous pouvez m'en donner la raison. Oui, je ris de moi-même parce que je suis scientifique. Ah, mais je dis au contraire, je préfère des personnes ayant la tête sur les épaules, même assez cartésiens, plutôt que des gens totalement exaltés, qui croient à tout, etc. Ça me convient très bien. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce que vous voyez? Il me dit, je suis obligé de constater. D'accord, j'ai dit ok. Et je lui propose de se servir lui-même de l'antenne. Alors il a refusé, puis j'ai insisté, et il l'a prise. Et là, il ne fait même pas de mètre que de suite, ça fonctionne très bien immédiatement avec lui. Et là, il est secoué de rire. Et je dis, ben, vous voyez, et là, je lui pose la question, mais vous me dites que vous êtes scientifique, dans quelle matière de science êtes-vous? Il hésite et puis il me dit, je suis président d'une université des sciences à Paris. Ah, il n'y en a pas 36, hein, il y en a. Il y a l'école des mines, il y a X, il y a enfin ça. Et je lui ai demandé laquelle. Il n'a pas voulu me le dire. Donc j'ai respecté. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, écoutez, qu'est-ce que vous constatez? Il me dit, je constate en effet, il y a quelque chose réellement. Et je lui dis, mais voilà, vous pourrez en parler maintenant à vos collègues, etc. Il me dit, surtout pas. Et j'ai dit, pourquoi?
Mais parce que si j'en parle, ma carrière est finie. Voilà, c'est tout. C'est fini. C'est un peu comme l'histoire du professeur Rocard. Le plus grand physicien qu'on ait eu en France, c'est le professeur Rocard. Dès qu'il a commencé à étudier la radiesthésie dans ses laboratoires, alors qu'il devait avoir le prix Nobel de physique, toute la communauté scientifique, que ce soit en France et dans le monde, lui a tourné le dos. Alors que depuis la nuit des temps, on a des sourciers, tout autour de la planète, qui désignent des endroits, là, c'est là où il faut faire un puits, c'est là où il faut creuser, même en plein désert, dans la roche. Donc, le problème, il est là. Le problème, il est là. Est-ce que vous pouvez me dire, peut-être en quelques mots, quelle est l'utilité de la géopraxie? Ah, alors tout dépend à quoi elle se réfère dans l'utilité. Si c'est, disons, à titre, disons, personnel, pour une villa, pour une maison, pour ce qui est, disons, une grande partie de mon travail, de ma clientèle, ou si c'est, disons, pour une industrie ou un commerce, ou des bâtiments comme ça. Alors, si c'est pour une maison, si c'est pour des privés, ben déjà, le plus important dans la vie, c'est quoi? C'est la santé. Que ce ne soit plus la maison, déjà, qui porte préjudice. Voilà, que ce ne soit pas, disons, un cas de préjudice pour notre santé. Alors, ce qui peut induire avec le verre négatif, j'en ai parlé il y a un petit moment, des maladies graves, etc., mais aussi des dépressions, des enfants qui sont turbulents, qui ne suivent plus à l'école, ça c'est des phénomènes qu'on a, des personnes qui ont un sommeil mauvais. Alors, on a aussi le phénomène des douleurs articulaires, la plupart du temps liées à des sources souterraines, ça c'est l'eau. Voilà. Et après, on a tout ce qui est entreprise. Alors, entreprise, et qui dit entreprise, dit personnel. Il y a du personnel, il y a une mauvaise ambiance, il y a des retards qui se font, les gens sont tout le temps fatigués. Voilà. Vous avez vous embauchez par exemple un cadre dynamique, théoriquement dynamique, ou un commercial, vous le mettez dans un bureau, il est bon, et puis au bout d'un mois, il commence à s'éteindre doucement, à être moins efficient. Au bout de 2 mois, il est amorphe, quoi. Il a perdu la volonté d'agir. On retrouve ça aussi dans les bâtiments, dans les maisons des gens. Les gens achètent des maisons, et tout d'un coup, les mois passent, et puis ils n'ont plus envie d'eux. Et ils se sentent prisonniers de leur maison, mais ils n'en bougent plus. Et ils n'entreprennent plus rien, comme s'ils perdaient la volonté d'agir. C'est pareil pour l'employé. Donc, d'un cadre qui était très bon, un commercial très bon, on se retrouve avec quelqu'un qui devient inefficace. Voilà. Où il y a sans cesse des querelles entre les employés, ou les affaires qui ne vont pas aussi. Après, j'ai plein d'exemples à donner de ce que j'ai pu voir. Un exemple terrible que j'ai eu il y a longtemps maintenant, je suis appelé dans une grande société, je ne donne jamais de nom de mes clients. Le grand patron avait, grand patron là, c'est une boîte nationale qui fait de la publicité à la télé, enfin bon. Le grand patron avait une femme qui était sa bras droit depuis des années, qui était plus qu'une collègue, c'était une confidente avec qui il travaillait, quoi. Et il déménage le siège social dans un nouveau bâtiment. Et puis, lui s'installe dans un bureau, elle dans le bureau d'à côté. 6 mois après, elle meurt d'une tumeur du cerveau foudroyante. Donc, ça le laisse triste déjà, parce que bon, c'était quelqu'un qu'il appréciait beaucoup, mais un petit peu dans l'urgence de retrouver quelqu'un. Donc, il reçoit tout un tas de curriculum vitae, d'un niveau élevé, parce que là, c'est 3 langues, enfin, etc., quoi. Et il choisit une jeune femme de 28 ans, qui correspond. Et il l'installe dans le même bureau. 6 mois après, elle meurt elle aussi d'une tumeur au cerveau foudroyante. Et là, ce grand patron m'appelle, il me dit, je crois à rien, mais je me sens, je ne sais pas pourquoi, intérieurement, je me sens responsable de ce qui est arrivé. Il y a quelque chose à moi qui me... Voilà. Est-ce que vous pouvez venir? Bon. Donc, j'arrive, je fais le bâtiment. Une fois que le bâtiment est fait, je fais les volumes, mais ça, on peut en parler après.
évidemment, il y avait tout un tas de bureaux dans cet endroit-là. Et j'arrive dans un endroit, je ne veux pas qu'on me dise où se passent les choses. Et là, je leur dis, voyez, ce bureau-là, c'est un bureau de stockage. Personne ne doit y travailler. Voilà. Ce n'était pas la faute à ce pauvre homme, hein. C'était ainsi. Voilà. On peut avoir ce type de problème, voilà, dans les entreprises. Quand vous allez chez quelqu'un, comment se passe une intervention? Vous pouvez me la décrire, sommairement peut-être, mais comment ça se passe? Alors, quand je vais chez quelqu'un, bon, d'abord on m'appelle parce qu'il y a des problèmes. La question que je pose souvent avant d'intervenir, si les gens ont acheté une maison, je demande l'historique de la maison. Voir s'il y a eu avant des divorces, des problèmes cardiaques, des problèmes de dépression chez les anciens propriétaires, des cancers. C'est un indice déjà, parce que on m'appelle aussi parce que des gens qui viennent d'aménager me disent tout d'un coup, avec mon compagnon, ma compagne, nous avons des tensions dans la maison. Il y a des tensions, on ne s'entend plus comme avant. Voilà, il y a des tensions, on se crie mutuellement dessus, pour oui, pour un non, alors qu'il n'y a pas de raison. Enfin, voilà, ça vient du bâtiment. Donc, quand j'arrive chez les personnes, elles m'attendent, évidemment. Je dis bonjour. Je commence par ça. Non, plus sérieusement, d'abord, je vais prendre une mesure, disons, du taux de toxicité du bâtiment. Alors, des fois, cette mesure, elle a été prise en amont, parce que, bon, je travaille autour de chez moi, c'est sûr, mais je travaille loin aussi. Je fais toute la France, l'Europe, je travaille jusqu'en Australie, partout. Donc, si on n'est pas sûr, disons, du taux de toxicité du bâtiment, je propose aux personnes de m'envoyer un échantillon de poussière de la maison. Et la poussière, en fait, mémorise le taux de verre négatif. Donc, à partir de là, je peux, à la maison, regarder le taux de verre négatif du bâtiment, s'il y a un lieu d'intervenir ou pas. Et étonnamment, hein, quand je suis sur le lieu, je retrouve la même mesure. Donc, bon, c'est très pratique, quoi. Donc, des fois, là encore aujourd'hui, j'ai reçu un courrier avec un peu de poussière, un échantillon de poussière que je vais ce soir analyser pour les personnes. Donc, une fois que j'ai analysé le taux de verre négatif du bâtiment, alors, les gens me demandent souvent, oui, mais d'où viennent les problèmes, etc. Je leur dis quelque part, on s'en moque d'où vient le problème, parce qu'on pourrait passer la journée à faire des grands discours, dire ça vient de là, ça vient de là, ça vient de là, et de là, et de là. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Donc moi, j'ai axé mon métier sur les solutions. Peu importe les causes, l'intérêt, ce sont les solutions. Donc je vais faire un délestage. Et bon, si ça se passe dans une maison ou une entreprise où je peux faire le tour du terrain, à ce moment-là, je vais planter. Alors, c'est dans des endroits extrêmement précis, hein, c'est sur quelques centimètres carrés, qu'il faut que je trouve, disons, certains vortex géomagnétiques où je vais insérer, disons, j'en ai amené une ici, voilà, une tige de cuivre, comme ceci. La mesure qu'elle fait n'est pas anodine, hein, tout est très très précis, hein, il a fallu que je mette au point ces choses-là. Pourquoi en cuivre? Parce que le cuivre est un excellent conducteur, c'est le second après l'argent, hein, l'or n'est qu'en troisième position, c'est pas le meilleur conducteur, hein, d'accord? Et ensuite, contrairement au fer, en étant dans le sol, ça ne va pas se déliter, c'est-à-dire que le fer, au bout de plusieurs années, va commencer à se dégrader, s'oxyder, et il va disparaître tôt ou tard. C'est-à-dire que le cuivre, il va devenir vert de gris, mais dans 50 millions d'années, vous le retrouvez au même endroit intact. Donc, c'est un gage, disons, de durabilité et d'efficience. Voilà. Donc, c'est ça que je vais planter. Alors, il y a des polarités. Je vais le mettre dans un sens ou dans un autre. C'est suivant ce que je vais sentir, ce que le sol me demande. Voilà. Mais ça, il m'a fallu... c'est au bout de 5 ans de métier que je me suis rendu compte de ce phénomène. Ça marchait très bien avant, mais en faisant de cette façon-là, c'est plus fin. Voilà. Donc je vais le mettre ça dans un vortex. Alors, je tiens à préciser que des fois, j'entends des personnes qui me disent « Oui, on a quelqu'un qui nous a dit qu'on avait un vortex dans la maison. » Et là, je réponds « Il n'y en a qu'un, mais c'est très grave. » Voilà. Hein.
En fait, des vortex, il y en a, c'est très simple. À peu près sur 5 mètres carrés, vous en avez 4. Il y en a des millions qui recouvrent la planète. Il y en a partout, partout, partout. Et nous marchons dessus, évidemment, nous vivons avec. Voilà. D'ailleurs, pour revenir au réseau géomagnétique primaire et sur l'utilité du réseau géomagnétique primaire, il faut savoir que les insectes, notamment les abeilles, les oiseaux migrateurs, etc., se dirigent à partir, disons, du réseau géomagnétique primaire pour retourner dans leur ruche ou pour migrer vers d'autres pays. Hein, les oiseaux et les insectes et des animaux utilisent, disons, ce réseau parce qu'ils le captent. On parlera peut-être un peu plus tard des animaux, hein, nos copains, nos amis. Ce cuivre, Dominique, c'est un cuivre que tout le monde peut trouver dans le commerce ou c'est spécifique? Alors, pas vraiment. Ça, c'est du cuivre fait pour l'industrie qui fabrique des frigos, des climatiseurs, etc. Il y a une épaisseur plus conséquente, il est de qualité différente. C'est pas réellement... Non, il faut le commander. Voilà. Donc, ce sont des commandes spéciales, quoi. Voilà. Donc, voilà, pour continuer sur l'intervention, donc je fais le délestage, je vais suivre toutes les lignes géomagnétiques, nord-sud et est-ouest, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les lignes nord-sud, disons, vont dans le sens nord, une va dans le nord, l'autre le sud, c'est une fois d'un côté, une fois de l'autre les lignes, hein, espacées entre elles. Et dans le sens est-ouest, c'est 2 fois d'un côté, 2 fois de l'autre, 2, 2, 2, 2, est-ouest, 1, 1, 1, 1, nord-sud. Voilà. Donc c'est ce qui complique un petit peu les choses, quoi. Après, j'entends des personnes, peut-être qui n'ont pas été sur le terrain, qui disent le réseau Hartmann, ça fait tant sur tant, 2,15 m sur 2,35 m, je ne sais pas. Ils n'ont jamais été sur le terrain. Parce qu'en fait, ce réseau-là, il est fluctuant. En fait, il n'est pas droit. Il peut, plus on va en altitude, plus il se rétrécit. J'ai pu m'en rendre compte quand j'ai travaillé à Pumapunku à 4300 mètres d'altitude, il s'est rétréci. Ensuite, il va suivre, disons, les circonvolutions géologiques au niveau des masses rocheuses. Donc en fait, vous avez le réseau, il ne se touche pas, ça c'est sûr, mais il va se rapprocher. Les lignes vont se rapprocher entre elles ou pas. Voilà. Donc dites-vous bien, pour répéter, qu'en fait, s'il y a un vortex chez vous, ben, soyez déjà heureux qu'il y en ait un, quoi, parce que, voilà, non, il y en a des dizaines et des dizaines. Là, déjà, rien que quand on parle, là, il y en a 4. Hein. Il y en a 8, il y en a 16, enfin, il y a 32, 64, enfin, il y en a partout. Voilà. Et il suffit de trouver les bons pour pouvoir travailler, quoi. Voilà. Donc c'est un métier difficile, dangereux. Ne sachant pas, moi, il m'a coûté ma thyroïde, un triple cancer à la thyroïde. J'étais en médecine nucléaire, il m'a demandé si j'avais travaillé au cœur d'une centrale nucléaire. Je n'y ai jamais mis les pieds. Jamais. Voilà. Mais j'ai été malade bien, quoi. Voilà. Comment vous expliquez ça, en fait? Les maladies que vous avez attrapées, c'est parce que vous avez pris quelque chose? Oui, oui. Comment vous pouvez l'expliquer? Alors, je l'explique, c'est-à-dire que quand j'ai fait un bâtiment, pas tous, bizarrement, quand je fais un bâtiment, je prends en quelque sorte la charge du bâtiment. C'est-à-dire que au moment où je mets le délesteur, la ligne s'inverse d'un coup dans sa direction. Qui tient le délesteur? C'est moi. Donc voilà. Donc c'est usant. Je suis KO. Il y a des fois où je suis KO. D'ailleurs, il y a des effets secondaires même chez les clients. Hein, je les avertis à l'avance. Hein. Les effets secondaires, ils peuvent avoir migraine, nausée, vertige, selle noire, des diarrhées. Après, on peut avoir d'autres effets secondaires. Hein. Par exemple, j'ai des gens qui se retrouvent pendant toute une journée, tout d'un coup, bloqués de toutes les articulations Robocop. Aïe, 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 ils sont bloqués. Ça passe. Après, j'ai des gens qui sont complètement KO, d'autres qui sont énervés. Bon, les effets secondaires, c'est pas tout le temps. Après, j'ai des effets secondaires très particuliers d'odeur dans les bâtiments après mon passage. C'est plus rare, hein, mais soit une odeur de soufre ou d'œuf pourri, soit une odeur de rat crevé, mais des odeurs d'excréments, c'est déjà arrivé. Ça peut durer 2 heures comme 5 jours. Vous pouvez ouvrir les fenêtres que ça sera pareil. Mais ça s'en va. Beaucoup plus rarement, hein,
ça s'est passé chaque fois 5, 6, 7, 8 heures après mon départ. Un boom terrible, une déflagration terrible dans le bâtiment. Comme si la foudre tombait à l'intérieur. Il y a des gens qui ont vu un arc électrique bleu métallisé zébré. Il n'y a aucun danger. Mais par contre, les oreilles, ça surprend. C'est comme un tonnerre, en quelque sorte. Après, pour finir avec les effets secondaires que l'on peut avoir, j'ai eu que 2 cas dans toute ma carrière, 2 cas. De gens totalement affolés qui le lendemain m'ont appelé. Un cas dans les Alpes, un autre à cheval entre la Drôme et l'Ardèche, où ils ont entendu des explosions, des déflagrations importantes profondément sous les bâtiments, mais pas qu'une, plusieurs. Et les maisons ont légèrement tremblé. Alors, ce n'est pas un séisme, il n'y a pas une forte magnitude, mais il n'y a pas eu de dégâts, on est bien d'accord. Mais ils ont eu peur. Voilà. C'est arrivé que 2 fois. Tous les phénomènes que vous expliquez, tous ces effets secondaires, c'est cette période de délestage que vous mentionnez, c'est ça? Ah, absolument. Et donc ça peut durer, ça peut varier, c'est immédiat, c'est comment ça se passe? Alors, je ne le sais pas comment ça se passe. C'est-à-dire, je n'ai pas trouvé de système de calcul qui me permet de dire aux personnes, il va vous arriver ça, ça ou ça. Je n'arrive pas à y mettre le doigt dessus. Je les avertis. Ça peut arriver, qu'ils ne s'inquiètent pas. Voilà. Mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. C'est comme le délestage. Les gens me disent, moi je remets disons, la maison aux normes, après il y a une période de délestage. Ils me demandent la plupart, mais combien de temps ça va durer? Et je leur dis, je ne sais pas. Je n'ai pas de système de calcul qui me permet de le trouver parce que je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. C'est de 1 jour à 6 mois. 6 fois d'une journée c'est fait, comme en 2 jours c'est fait, comme en 3 semaines, mais ça se fait. Mais la période, combien de temps, je ne peux pas le dire. Il faut une période. Voilà. Il y a une partie de mystère. Totalement. Pour l'instant, je subodore qu'un jour la science, et j'espère, parce que là, on est face à un problème de santé publique avec la géopratie. Il va falloir qu'on prenne conscience de ce phénomène-là pour nos santé, pour la vie de nos entreprises, de nos enfants. Enfin, voilà. Il va falloir qu'on prenne conscience que ce phénomène est important. Voilà. Et qu'il est vital. On construit n'importe comment maintenant. Voilà. Donc, pour terminer, comment se passe l'intervention? Une fois que j'ai fini le délestage, je reviens dedans, je reprends des mesures, si elles sont bonnes, on continue. Là, je vais définir les volumes du bâtiment. Alors, les volumes, en fait, quand on parle de volume, c'est longueur, largeur, hauteur. D'accord? C'est ça un volume. C'est en 3 dimensions. Il y a 3 types de volumes. 3 types. Il y a 60% des volumes sont neutres. On y fait ce que l'on y veut. Par contre, les 40% restants, il y a 20% de volume générant et 20% de volume absorbant. Un peu comme une prise de courant, si vous voulez. Et ça, on ne peut rien changer à ça. Parce que ça fait partie de l'équilibre de la nature. Par exemple, quand les apiculteurs me demandent où ne pas mettre les ruches dans les champs. Et je leur indique quels sont les volumes absorbants. Là où les abeilles, il ne faut pas les mettre, tout simplement. Et bien, il en va de même pour nous. En ce sens que les endroits les plus importants d'un bâtiment sont là où on dort, là où on mange, là où on se détend, le salon, le canapé, peu importe, et le bureau. Après, les couloirs, les salles de bain, les toilettes, etc., bon, ce sont des lieux de passage, sauf les toilettes. Grande constipation, on peut y rester peut-être des heures, mais ce n'est jamais le cas. Voilà. Donc je ne vais pas faire inverser les cuvettes des toilettes des personnes. Mais je vais surtout m'appuyer sur les chambres, les salons, la table où on mange et les bureaux. Mais ça, je ne peux le faire qu'une fois que le délestage est fait pour avoir, disons, une mise aux normes, mais surtout des lignes qui soient justes pour définir les volumes. On ne peut pas rentrer dans une maison pour définir des volumes si on a tout qui est proportionné d'une façon anarchique, au niveau géomagnétique. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà.
Si je comprends bien vos explications, ce qui serait idéal, c'est avant de construire une maison, de vous faire intervenir pour dire on peut faire, il vaut mieux travailler là, il vaut mieux bâtir là, il vaut mieux même peut-être à la limite mettre, orienter les pièces. Je ne sais pas si l'orientation a une importance. Alors, oui, l'orientation a une importance capitale. Et j'ai pu me rendre compte en Égypte, sur un site, c'est pas la Grande Pyramide, hein, c'est exactement à Dendera, il y a peu de gens qui y vont. Tout le monde va au temple, il est magnifique, mais j'ai été très attiré par un bâtiment très bizarre. Un peu plus loin, personne n'y allait. Et là, j'ai trouvé une mesure d'orientation hallucinante. Et je me sentais extrêmement bien autour, dedans. Alors, les positionnements de lits sont très importants. Les anciens, quand ils construisaient des fermes, ou n'importe quelle maison, même ici, partout, mettaient toutes les têtes de lit au nord, ou à l'est, ou au nord-est. Alors, l'idéal, quand on va bâtir une maison, c'est de la mettre légèrement, disons, de biais par rapport au sud magnétique, parce que c'est pas vrai, c'est pas le nord qui est magnétique, c'est le sud. Et en fait, le soleil va pouvoir éclairer toutes les parties de la maison à un moment donné de la journée. Donc c'est plutôt intéressant, quoi. Voilà. Bien sûr que les positionnements de lit sont intéressants, à condition qu'ils soient dans des volumes neutres ou générants, et non pas absorbants. Donc bien évidemment, oui, il m'arrive des fois de préparer un terrain avant la construction, d'indiquer aux architectes et ensuite aux constructeurs, disons, aux maîtres d'œuvre, disons, la mise en place du bâtiment à 1 mètre près sur le terrain, hein, d'un côté ou de l'autre, de façon à avoir... Voilà. Et ensuite, il y a la finition, une fois que la maison a été finie d'être construite, quoi. Oui, voilà. Oui, c'est très important. Mais malheureusement, moi, je n'ai affaire qu'à des bâtiments déjà faits. C'est figé. Je suis obligé de m'adapter avec ce qui existe déjà. Voilà. Et pour finir avec l'intervention, quand l'intervention est terminée, je grave une plaque. Cette plaque, c'est un label qui m'est propre. En fait, cette plaque, il y a ce que l'on voit et il y a ce que l'on ne voit pas. Par contre, c'est secret. Je dis ce qu'il en est à mes clients que quand j'ai fini. Il n'y a que mes clients qui savent à quoi elle sert. Voilà. Dominique, quels sont les types de bâtiments sur lesquels vous intervenez? Alors, les bâtiments sur lesquels je suis intervenu, en 30 ans, je me demande sur quoi je ne suis pas intervenu maintenant. Bon, j'interviens partout dans le monde, en Australie, à droite à gauche, etc. Bien évidemment, des maisons pour les particuliers. Je fais aussi des entreprises, des industries. La grande distribution, j'ai travaillé. Je ne donne aucun nom de mes clients. Hein. J'ai travaillé pour des sociétés internationales dans la très haute joaillerie, enfin, bon, des choses comme ça. Après, j'ai fait des bâtiments marrants, quoi. Voilà. J'aime beaucoup faire des... J'ai fait des caves de champagne aussi, hein, où même le vin change. La qualité du vin s'améliore. Et ça, ils me le disent. Hein. Donc je fais des qualités... je fais des caves dans le champagne, j'en ai fait dans le Bordelais, j'en ai fait ailleurs. Je travaille sur des produits en même temps et l'amélioration de produits. Bon. Parce que, en fait, tous ces produits-là contiennent beaucoup d'eau. Et l'eau est un capteur incroyable, quoi. Donc ça agit sur l'eau. Voilà. Donc ça, c'est des bâtiments que je fais. J'ai fait des bâtiments d'industrie, mais l'industrie aussi, disons, de pointe. Hein, voilà. Après, j'ai fait des compagnies aériennes. Beaucoup de boulangerie, bizarrement. Boulangerie, étonnamment, oui. J'ai fait des... comment ça s'appelle? Oui, des esthéticiennes. Pourquoi? Je ne sais pas. Beaucoup. D'esthéticiennes. Après, des bâtiments un peu bizarres. Bon, mais j'ai travaillé pour des groupes de pompes funèbres. J'ai fait des crématoriums aussi. À titre anecdotique, j'ai fait je crois, la deuxième ou troisième plus grande maison close d'Espagne.
Voilà. Il y avait beaucoup de dames euh, qui, disons, offraient leur service. Voilà. Voilà. Auquel je n'ai pas participé toutefois, mais pas du tout. J'y suis allé d'une manière professionnelle, je précise. Oui, Dominique, tout à l'heure, quand vous nous avez parlé des maisons, vous nous avez expliqué que vous interveniez aux alentours, aux extérieurs des maisons, mais quand vous êtes dans un appartement, par exemple, comment vous faites? Bonne question, c'est vrai. Euh, oui, pendant des années, en fait, je ne pouvais travailler que par les extérieurs. Et donc, quand j'avais affaire à des appartements en ville ou des commerces en ville, je ne pouvais pas percer les sols. Donc, j'étais complètement fou. Quand j'y passe, j'attendais entre midi et 2 heures. Et il m'est arrivé de percer des trottoirs en plein centre de Toulouse ou ailleurs. Enfin bon, c'était de la folie, mais quand j'y pense, il y avait le ciel qui me protégeait parce que j'aurais pu traverser un des conduites de gaz, d'eau, d'électricité. C'était bon. Mais donc il a fallu que je réfléchisse et que je mette au point un système qui me permette de, de pallier à ça et d'avoir les mêmes résultats, les mêmes effets que si c'était en extérieur. Il m'a fallu 2 ans, je dis, pour le faire, et je me suis fait aider par un bureau d'études d'un sous-traitant de l'avionneur Airbus qui est dans ma région, qui m'a bien aidé. Et je suis passé par différents stades, disons, de mise au point, voilà, jusqu'au moment où j'ai pu trouver la solution. Alors, la solution, je vais vous la montrer parce que j'avais prévu la question. Et vu que j'avais amené le premier délesteur, je vais amener le reste. Alors, en fait, il s'agit de 7 tubes comme ceci de cuivre que je fabrique dans mon atelier. Chaque tube, disons, a une mesure précise et surtout, je ne mélange pas des polarités entre les tubes, donc c'est tout un montage à faire. Ça ne se fait pas comme ça. C'est pas juste je colle et puis c'est fini. Non, pas du tout. Et ceci est enfilé, disons, dans une coque plastique que j'ai fait fabriquer exprès pour cette raison. Et c'est fixé au plafond. Et là, ici, il y a un petit bouchon qui masque l'arrière, comme ça, disons, du système. Et c'est posé avec un infrarouge. Voilà. Alors, je n'ai pas réussi à créer quelque chose de plus petit. C'est le maximum en taille minimale que je peux avoir, quoi. Voilà. Donc, ça ressemble à des mini détecteurs d'incendie. Mais je ne peux pas faire autrement, quoi. Voilà. Donc voilà la façon que je fais quand je suis dans un appartement ou un commerce à ville où je ne peux pas percer les sols. Voilà. Merci. Alors j'avais encore une petite question parce qu'on en a parlé un petit peu en off. Vous m'avez mentionné en off, avant qu'on commence cette interview, des anecdotes sur les animaux et la végétation. Donc, est-ce que c'est possible d'en parler? Est-ce que Bien c'est sûr. fait? Alors, dans tout mon métier, ce que j'aime le plus faire, c'est les lieux où vivent des animaux, des élevages, des stabulations, des élevages aquins, caprins, bovins. J'aime tellement les animaux que c'est un plaisir parce que en fait, ces bêtes souffrent dans des lieux où elles ne devraient pas être, si elles étaient dans la nature la plus sauvage, évidemment. Et ces animaux donc, sont obligés de subir, alors que ces bêtes sont beaucoup plus sensibles que nous à ces ondes géomagnétiques. Il faut savoir quand même que les abeilles, certains insectes, les oiseaux migrateurs, pour venir à leur ruche ou alors migrer vers d'autres pays, suivent les lignes géomagnétiques. Et c'est prouvé par la science. Je n'invente rien là. C'est scientifiquement acquis, scientifiquement prouvé. Donc, ce réseau géomagnétique primaire a une influence immense sur les animaux. Et quand j'arrive dans des lieux avec des bêtes, quoi, moi je suis du milieu paysan, donc automatiquement je me sens chez moi. Moi, les odeurs de fumier, les odeurs, ça sent la fleur pour moi, j'y suis heureux. Voilà. Et ce qui est étonnant, c'est que les animaux sentent ce que je vais faire. Ils sont curieux, ils viennent vers moi. Les vaches sont très amusantes parce qu'en fait, elles sont très curieuses. Alors elles viennent, elles s'approchent, elles me fixent longuement, sans bouger.
Là, les yeux fixes. Et au fur et à mesure que j'avance, certaines viennent renifler les trous que je viens de faire, là où j'ai posé les délesteurs, tout simplement. Voilà. Donc, faire des élevages d'animaux, quels qu'ils soient, c'est pour moi un plaisir, quoi. Est-ce que j'ai honte de dire que j'ai plus plaisir de faire ça que pour des habitations, pour des êtres humains? Quelque part, oui. Voilà. Même j'ai des gens chez qui je vais qui ont des chiens ou des chats qui sont pas habitués à voir du monde ou qui sont un petit peu sauvages, ils sont très très étonnés que ces animaux viennent à côté de moi, se frottent. Ils savent. Ils sont très intelligents. Voilà. Ils sont très très intelligents. Voilà. Après, si vous voulez quelques anecdotes sur les effets pour les animaux, je peux vous donner quelques exemples. Par exemple, bon, vous avez un élevage de 300 vaches laitières, par exemple. Alors, ils ont beaucoup de cellules, ce qu'ils appellent les cellules. Ce sont des bactéries, donc le lait est déprécié. Ou alors, moins de quantité de lait, les vaches ne viennent pas à la stabulation, il faut les pousser. Donc, tout d'un coup, là, 2-3 jours après, même pas, le paysan m'appelle, il me dit, écoute, je produis 1200 litres de lait de plus par jour, par exemple. 1 mètre cube d'eau, ça se voit au mètre cube. Hein. Voilà. Les vaches viennent, elles sont calmes, Voilà. Voilà ce que j'ai d'autres, par exemple, une autre, j'avais plein d'exemples, mais un autre, c'était au fin fond du Lot-et-Garonne, près des Landes. Un paysan m'appelle, pareil, quoi. Lui, il avait de sérieux problèmes avec ses bovins depuis longtemps. En fait, les bêtes, tous les soirs, il fallait les rentrer. Ils étaient obligés d'aller au fin fond des champs et les pousser pour qu'elle rentre. Elle ne voulait pas rentrer, mais tous les soirs, des petits coups de bâton dans les fesses pour qu'elle rentre. Elle ne rentrait pas. Et là, il m'appelle dès le lendemain, et ils ne comprenaient pas avec son fils. Ils sont allés chercher les vaches dans le champ, comme d'habitude. Ils ne les ont pas trouvées. Et à 5h30, 6h, elles étaient rentrées toutes seules, elles étaient déjà dans la stabulation, dans l'étable, quoi. Autre exemple, après il y a les chevaux, les juments qui ne poulinent pas, par exemple, ça rentre dans l'ordre. Je me souviens aussi d'un élevage caprin avec les chèvres, du paysan qui voulait se reconvertir dans du fromage de chèvre. On construit un hangar tout neuf, métallique évidemment, plus un laboratoire aux normes pour faire les fromages. Et ils achètent 120 chèvres d'un coup. Un camion arrive avec un semi-remorque ou je ne sais pas quoi. Et 120 chèvres arrivent dans la chèvrerie. Ces chèvres, pendant plusieurs jours, ne se sont pas couchées, ne se couchaient pas. Elles n'arrêtaient pas de remuer. 3 ou 4 sont mortes. Elles se sont entretuées. Ce qui n'est pas logique. Donc bon, on me demande d'intervenir. Les bêtes étaient, les chèvres étaient au pré, hein, enfin, en train de manger. Donc je fais la chèvrerie, elles reviennent, elles se couchent. Voilà. Il n'y a pas d'effet placebo chez les animaux. C'est ce qui me plaît chez eux. Chez l'être humain, il peut y avoir des questionnements, etc., etc. Oui, mais quoi, pourquoi, etc. Psychologie, mentale, machin, etc. Chez les animaux, non. C'est oui ou non. Mais on le sait. C'est ce que j'adore. Voilà. Après, sur les végétaux, oui, c'est une action évidente sur les végétaux, notamment sur les productions, ou les plantes qui vivent autour des maisons, ou les arbres qui poussent mal. Tout d'un coup, ils vont croître plus fort. Un exemple, par exemple, c'était du côté d'Aubagne, il me semble. Il y avait une treille avec une vigne pour du raisin de table. Elle était énorme. Cette vigne, elle était luxuriante, mais elle ne produisait pas. Et là, l'année d'après, d'un coup, ils se sont retrouvés, mais avec du raisin, ils ne savaient plus quoi en faire. Voilà. Après, quand on me pose des questions, par exemple, dans les conférences, quels sont les arbres que l'on doit mettre autour d'une maison? Alors, je leur dis déjà, arrêtez avec les conifères. Déjà, ce n'est pas endémique. Bon. Le problème du conifère, c'est que non, l'avantage, c'est que c'est tout en vert, mais les inconvénients, il y en a plusieurs. 1, ça acidifie les sols. 2, il y a un système racinaire qui est petit. S'il y a des gros coups de vent, c'est les premiers à tomber. Voilà.
Moi, je dis, les arbres intéressants que l'on doit planter du côté sud, chez soi, pour l'été, c'est le tilleul, parce qu'il pousse assez vite et c'est très résistant, et il apporte une ombre fraîche. Et puis ça sent tellement bon au printemps, et puis c'est mellifère, ça bourdonne d'abeilles. Mais quand même, quels sont les arbres les plus importants à mettre autour de chez soi? Mais bon sang, ce sont les fruitiers. Les fruitiers. Cerisiers, pommiers, pêchers, tous les fruitiers. Un, ils vont croître, ils vont apporter de l'ombre. Deux, quand ils sont en floraison, c'est magnifique. Trois, ils sont mellifères, les abeilles les adorent. Ensuite, ils vont vous donner des fruits. Mais c'est le pied. Après, oui, il faut savoir, disons, tailler, entretenir. Mais bon, c'est pas compliqué d'apprendre. Hein. Moi, je savais, à 7-8 ans, je savais greffer les arbres et les tailler. Donc, si un petit couillon de gamin comme moi s'arrive à le faire, je vois pas pourquoi un adulte, en apprenant, ne le ferait pas. Tout le monde pourrait le faire. Peut le faire. Voilà. Et pourquoi se priver de la joie de voir des petits-enfants en train de grimper dans un cerisier et se gaver de cerises, quoi. Mais c'est des bonheurs, ça. Moi, je l'ai vécu gamin, j'ai grimpé, dès que les cerisiers avec ma soeur, on grimpait dans les cerisiers, on se gavait. Bon, on attrapait des diarrhées, hein. Mais en même temps, c'est un bonheur, on grignote, quoi. C'est une tristesse de savoir que des enfants n'auront jamais connu ça. Pour moi, c'est une tristesse. Voilà ce que j'ai à dire. Voilà. Merci Dominique pour cet élan que vous nous avez partagé là, sur les végétaux. Oui. J'étais très touché, moi. Ça m'a rappelé des souvenirs d'enfance. Ah ben voilà. Alors, j'avais une dernière question. Ouais. Je sais que la première fois qu'on s'est rencontrés, quand je suis arrivé dans votre bureau, Ouais. il y avait des plans affichés et je vous ai demandé ce que c'est. Et j'ai bien compris que c'était en relation avec votre métier, la géopraxie. Practi, désolé. Et que, en fait, ça représentait les plans de certaines pyramides en Égypte. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? À une époque, je me suis posé la question de savoir s'il serait intéressant d'aller faire des relevés géomagnétiques autour de certains sites dans le monde, hein, archéologiques, et à partir de ces relevés, de les mettre sur plan à l'échelle pour définir, pour découpler en quelque sorte les lignes géomagnétiques aux normes et celles qui ne le sont pas aux normes, et voir un petit peu par transparence si ça pouvait parler ou expliquer des choses. Oui, ça parle. Ça donne des indications de sous-sol, en dessous de ces bâtiments, de pièces éventuellement cachées, de choses comme ça. C'est pour l'instant des choses que je n'ai pas révélées au grand public. Voilà, j'attends d'être prêt pour le faire. Ensuite, je tiens à préciser, je n'ai pas la vérité. D'accord, je vois plein de gens qui affirment des choses, qui disent je détiens la vérité, tout ça. J'ai toujours dit, il ne faut pas confondre vérité et réalité, quoi. D'ailleurs, on pourrait peut-être faire un jour une vidéo là-dessus. Moi, je n'ai pas de vérité. J'ai des suppositions. Hein, j'ai mes vérités, peut-être aussi, mais... À partir de constats, c'est ça, hein, voilà, des constatations. Voilà. Après, oui, c'est vrai, j'ai fait des relevés à l'île de Pâques, j'ai fait des relevés en Égypte, sur plusieurs sites. J'ai fait des relevés au Liban, à Baalbek, ils disent là-bas. J'ai fait des relevés en Bolivie, c'était à Pumapunku. Et c'est vrai que ces relevés, ces mises sur plan révèlent des choses. Même révèlent des choses aussi au niveau des dolmens, des menhirs, etc., etc. Peut-être que j'ai compris à quoi cela pouvait servir, peut-être. Hein. J'ai eu en Égypte la chance de pouvoir rester pendant presque une demi-heure seul dans la grande pyramide où j'ai pu faire les relevés géomagnétiques de la chambre haute. Ça parle aussi. Karnak, il y a la pierre de base, là où était posée la barque sacrée à Karnak. Cette pierre, on suppose, disons que le temple en totalité faisait pas loin de 120 hectares. Hein, alors, on le suppose, hein, c'est les archéologues qui le supposent. Donc, cette pierre, moi je crois pouvoir affirmer qu'en fait, elle est la base de tout, parce qu'elle est posée d'une manière incroyablement précise, dans un volume générant
Contrairement à un autre temple qui est dans un volume absorbant. Alors, étonnamment, une barque pour charger, une barque de décharge. Ce bloc de pierre, à peu près, en fait, est positionné de telle manière qu'en fait, la construction de tout le reste du temple n'a été faite, pour moi, qu'à partir du positionnement de cette pierre. Après, j'ai pu relever dans un autre site, je crois que c'était à Bougraïb, en plein désert, donc là, il faut des autorisations pour y aller, il faut y aller en 4x4, etc. Il y a un site archéologique qui, pour moi, est plus important que la Grande Pyramide elle-même et que le reste. Ce temple, enfin, il y a des temples qui sont écroulés, mais qui sont en albâtre, blanc, en albâtre, alors que le reste est construit en granit, en calcaire, voire en grès. Les schémas de sculpture qui ont été faits là-dessus sont étonnamment similaires à ce que j'ai pu rencontrer à Pumapunku, en Bolivie, au niveau des sculptures. Ensuite, il y a une table d'orientation qui est très intéressante. Elle est déviée. Elle démontre, de par sa direction, ça c'est le relevé que j'ai fait, où pouvait se situer, disons, l'ancien équateur, ce qu'on appelle l'équateur penché. Pour moi, ce site est antérieur à la pyramide de Gizeh, à la grande pyramide. Contrairement à ce que disent les scientifiques, c'est ça? Non, ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas. Mais pour moi, elle est plus récente parce que il y a quand même un phénomène. La grande pyramide, les axes nord, sud, est, ouest sont pile poil placés au niveau magnétique. Nord, sud, pile poil. Alors que d'autres sites, justement, les axes sont placés d'une manière très différente. Au niveau des directions qui supposaient, disons, anciennes, au niveau magnétique. Donc pour moi, ce sont des sites antérieurs à la Grande Pyramide. Donc ce site dans le désert, pour moi, est antérieur à la Grande Pyramide. Je suis prêt à en discuter. C'est pas, voilà, comme je précise encore, je ne tiens pas à la vérité. Je ne tiens pas à la vérité. Je ne veux pas imposer une vérité. Je dis, voilà, mes constatations sont là. Après, vous en faites ce que vous voulez. Si je peux donner, disons, matière à réflexion, c'est parfait. Voilà. Je ne tiens pas à la vérité. Voilà. Il n'y a que des mystères. C'est un peu en théologie ce qu'on retrouve aussi. Il y a une différence entre le secret et le mystère. Le secret a été inventé par l'homme. Et oui. Et le mystère? Le mystère, il est là, il est sur le ciel. On peut passer une vie sans avoir accès à un secret parce qu'il nous est caché, alors que le mystère est ouvert à tous. Mais il faut faire un chemin, un grand chemin peut-être spirituel, pour accéder au mystère et au dévoilement du mystère, à l'apocalypse du mystère. Parce que le mot apocalypse, ça veut dire dévoilement. Et ça ne veut pas dire fin du monde et chaos. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Voilà. Merci Domi pour cette conclusion. Je ne sais pas si c'est une conclusion, en tout cas je trouve ça élargit, je trouve ça assez beau. Peut-être qu'un des petits derniers mots pour la fin, pour conclure. Alors, quand j'ai parlé de système géomagnétique primaire, réseau, etc., de mon métier, je voudrais dire qu'il serait peut-être temps que les instances, disons, dirigeantes, pas que de la France, de tous les pays du monde, prennent conscience que nous avons là un problème de santé publique, où il m'est arrivé de faire un village en entier, par les rues, hein, d'accord? Donc on peut faire des villes entières, hein, par les rues, hein, par les rues, les avenues et tout, hein, on pourrait tout régler. Je pense que il faudrait qu'on prenne conscience réellement que, je me répète, que le système géomagnétique primaire est un problème de santé publique. C'est-à-dire que si tout était régulé correctement, si les constructions allaient bien, si toutes ces ondes étaient régulées au niveau terrestre, la santé humaine et animale serait améliorée. Il y aurait peut-être une meilleure paix sociale, peut-être plus de justice
un apaisement, moins de maladies graves. Je ne dis pas que ça soigne tout, hein. C'est pas du tout ça. J'ai jamais dit que j'allais soigner les cancers, moi. Je ne soigne pas les cancers. Mais peut-être que j'ai réussi à les éviter, d'accord, ou ce type de pathologie grave. On peut les éviter, du moins en partie, certains styles. Voilà. J'ai un exemple dans le sud de la Haute-Garonne, je ne donnerai pas le nom de la petite ville. Ils ont construit 10 maisons. 5 de chaque côté, dans un endroit qui était un ancien marécage, en quelque sorte. Il y a 10 maisons, c'est les mêmes, 10 maisons, 8 lymphomes. Est-ce qu'on peut parler de hasard? Posons-nous la question. 10 maisons, et dans chaque maison, il y en a 8 sur 10 où il y a un lymphome. Donc il y a bien un problème de construction, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est sûr, j'en appelle peut-être à une prise de conscience collective. Voilà, mon rêve serait de faire une prison. Je suis prêt à la faire gratuitement. Et de faire le bilan au bout d'un an, voir un petit peu ce qui se passe au niveau du personnel, parce qu'il y a des gens qui y travaillent dedans, et voir un petit peu le calme, ou disons, comment se comporteraient les détenus. J'en ai parlé, j'ai aucune réponse. Oh, moi, je serais prêt. Je serais prêt à le faire gratos, pour faire un essai. Voilà. Après, les endroits les plus importants qu'il faudrait faire, les hôpitaux et les cliniques, hein. C'est des catastrophes au niveau géomagnétique. Hein. Ce sont des catastrophes. Voilà. Et pour conclure, je vais donner un ancien dicton hindou qui dit « Si tu es poursuivi par la malchance, change de maison. » Moi, je rajoute, ce n'est plus la peine de déménager, les solutions existent. Voilà, tout simplement. Voilà. Merci Dominique pour ce partage de connaissances et peut-être à une autre fois pour une autre interview. Avec plaisir. Au revoir. Bonne soirée.